Hello boys and girls and the other. Il y a un an, sortait la toute première vraie vidéo sur ma chaîne. Depuis un an, vous avez vu beaucoup d'évolutions sur la chaîne. Déjà physiquement, puisqu'il y a un an, je ressemblais à ça. Hello boys and girls and the other. Bienvenue sur cette vidéo. Bref, trêve de blague, il y a donc un an, je sortais une vidéo sur le pilote qui m'a le plus marqué en Formule 1, Michael Schumacher. Malheureusement, cette vidéo aujourd'hui ne me plaît plus. Et cela me frustre, puisque c'est mon pilote préféré, toute époque confondue, en Formule 1. Et c'est aussi le premier qui m'a fait vibrer. Pour remédier à cette frustration, j'avais différentes possibilités. Refaire une vidéo les plus grandes courses de champion du monde sur Michael Schumacher, mais du coup la première vidéo ne servait pas à grand chose. Retravailler complètement la première vidéo de ma chaîne, mais ça n'avait aucun intérêt puisque j'aurais dit exactement la même chose, j'aurais juste amélioré certains points. Et la dernière possibilité était de ressortir une vidéo sur Michael Schumacher, vous parlant un peu d'anecdotes sur le pilote allemand. C'est la dernière solution que j'ai privilégiée. Et donc, pour marquer ces un an, je vous propose qu'on reparle du pilote allemand. Depuis un an, vous connaissez la phrase favorite lançant la vidéo. Alors faites chauffer les moteurs, mettez vos gants, votre casque et installez-vous confortablement dans votre baquet étroit. Avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'ai un petit défi pour vous, un défi un peu spécial un an. J'espère que ça vous plaira et que vous serez au rendez-vous du défi. Actuellement à l'écran, vous êtes en train de voir passer des clichés de ma chambre chez mes parents. Ce sont des photos prises par mes parents, donc j'en profite pour les remercier et pour les embrasser. Et je vous invite à les saluer dans l'espace commentaire, ça leur fera extrêmement plaisir. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je voue un culte à Michael Schumacher, j'adore ce pilote. Bon, un peu comme toutes les personnes de mon époque, enfin, celles normalement constituées. Lancer une attaque contre ceux qui détestent Schumacher, ça, c'est fait. Non, je vais pas lancer de guéguerre dans les commentaires. Je suis pas là pour vous dire, vous devriez préférer un pilote plutôt qu'un autre. J'adore Michael Schumacher, vous avez le droit d'aimer un autre pilote. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Bon voilà, cette petite intro est vraiment là pour désamorcer le fait que les anecdotes que je vais vous raconter sont purement subjectives. Il en existe d'autres tout autant intéressantes. Si vous en connaissez, il y a l'espace commentaire pour les partager. N'hésitez pas, c'est toujours très intéressant. Celles qu'aujourd'hui je vais vous partager, ce sont celles que j'avais envie de vous faire connaître, que je trouve incroyable ou que même je ne connaissais pas parfois. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir partir dans le cœur de la vidéo et on est parti pour la première anecdote. 1. Tous les plus grands pilotes de leur génération ont apporté quelque chose à la Formule 1. Jackie Stewart a vu énormément de ses coéquipiers et de ses amis mourir en piste. Il a donc placé la sécurité du pilote au centre des débats. Niki Lauda, quant à lui, a par exemple professionnalisé le sport. Lewis Hamilton, aujourd'hui, a montré qu'un pilote de Formule 1 pouvait être autre chose qu'un pilote de Formule 1. Il défend beaucoup de causes humanitaires et il a une vie extrêmement variée en dehors des circuits. De son côté, Schumacher a toujours cherché à repousser les limites. Il avait par exemple une condition physique exceptionnelle pour un pilote de Formule 1 dans les années 90. Autre point, lorsqu'il débarque en Formule 1 en 1991, il signe après une course dans l'écurie Benetton. Mais l'équipe se rend compte très rapidement que le jeune Schumacher est capable de retransmettre énormément d'informations sur la voiture. Des informations sur comment fonctionnait le châssis, des informations sur le moteur, des informations sur les pneus. Et toutes ces informations étaient exactes, à tel point que les ingénieurs gagnaient du temps à directement l'écouter plutôt que d'étudier les datas. Pour continuer de progresser, Schumacher demande et impose à Benetton qu'on lui installe non pas un, non pas deux, mais 3 compteurs de vitesse dans sa voiture. C'est une révolution puisqu'avant les Formule 1 marchaient avec les compteurs tours et non avec les compteurs de vitesse. Alors vous allez sûrement me demander pourquoi 3 compteurs de vitesse et pas seulement un. Eh bien tout simplement parce que ces compteurs de vitesse avaient des fonctionnalités différentes. Le compteur central était le compteur basique, celui qu'on trouve dans les voitures et qui indique la vitesse instantanée. Mais les deux autres compteurs sont vraiment particuliers. L'un des deux indiquait la vitesse maximale atteinte en ligne droite avant que Schumacher n'appuie sur la pédale de frein. Cette vitesse restait affichée jusqu'au prochain freinage permettant à l'Allemand de retenir cette donnée. Et le troisième compteur indiquait la vitesse minimale atteinte dans le virage.
Ce qui est exceptionnel, c'est que l'Allemand retenait l'ensemble des données des deux compteurs pour chaque ligne droite et chaque virage sur une durée de 3 tours. Et à chaque rentrée au stand, il donnait ces datas aux ingénieurs qui gagnaient énormément de temps puisqu'ils n'avaient pas d'études à faire. Nul doute que ces compteurs ont énormément fait progresser Schumacher puisque grâce à ça, il pouvait chercher à aller toujours plus vite au bout de la ligne droite et toujours plus vite dans les virages, ce qui lui faisait gagner évidemment du temps à chaque tour. C'est un exemple de ce qu'il a pu apporter à la Formule 1, mais sans ses compteurs et sans sa faculté à emmagasiner un nombre de données incroyable, il n'aurait peut-être pas eu autant de titres de champion du monde et autant d'influence dans la Formule 1. Pour l'anecdote 2, j'ai un petit problème, j'ai perdu tous les rushs. Je sais pas pourquoi, il y a sûrement eu une fausse manip. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire comme les premières vidéos. Vous aurez une voix off accompagnée d'images et de vidéos. Vous en faites pas pour les autres anecdotes. Tout est bon, c'est juste l'anecdote 2 où il y a eu un petit souci. Désolé pour le petit dérangement. Et on est de suite parti pour l'anecdote numéro 2. Quand on dit Schumacher, on pense de suite à Ferrari. Qu'est-ce qu'il était invincible dans sa voiture rouge. Si la marque italienne a fait rayonner le pilote allemand, l'inverse est aussi vrai. Il a apporté la rigueur qu'il manquait. Comme par exemple lors de son premier jour aux essais de pré-saison en 96. En cette froide journée d'hiver à Jerez de la Frontera, les ingénieurs italiens étaient à la cool. Même si les séances de pré-saison commençaient à 8h, ils avaient pour habitude de venir à 9h pour tranquillement se remettre à travailler après de longues vacances. Oui, mais cette saison, tout allait changer. Schumacher était arrivé dans l'équipe et avec l'aide de Jean Todt et de Ross Brawn, ils allaient révolutionner Ferrari. À 7h45, l'Allemand était dans le garage, frais et prêt à travailler pour développer la voiture et surtout la tester. Je peux vous dire qu'il n'a pas été très content lorsqu'il a vu arriver ses mécanos et ses ingénieurs à 9h. Et franchement, et c'est peut-être la seule fois que je le dirai, je suis bien content de ne pas avoir été dans le garage à ce moment-là. Je pense que dans la tête des mecs de chez Ferrari, ils se sont dit « Hop là, le gars il a pas l'air très drôle ». Et là, il va falloir qu'on se mette vraiment à bosser. 3. Comme je vous l'ai dit, Schumacher était un pilote qui allait au bout des choses. Il donnait le maximum, peu importe les obstacles, tout en s'adaptant à chaque situation de crise. À nouveau, en 1996, au Grand Prix d'Imola, il signe une nouvelle pole position. Mais juste après, il casse sa suspension. Et comme vous vous en doutez, c'est pas ouf et ça se répare pas une suspension. Donc il risque de perdre beaucoup de place pendant la course. Et il finit deuxième, à 16 secondes de Damon Hill, avec une roue bloquée. Voilà. Donc le gars a un élément important cassé sur sa voiture et il finit deuxième. Il y a une histoire un peu plus connue au Grand Prix d'Espagne 1994 où sa boîte de vitesse le lâche et il est obligé de rester en cinquième les 2 tiers du Grand Prix. Il perd sa première place mais réussit tout de même à rallier l'arrivée en deuxième position. Très très fort le type, très très fort. 4. Vous vous souvenez dans ma vidéo sur les pénalités quand je disais ça ? Bon là on va parler d'une pénalité que j'ai rarement vue appliquée aux pilotes. Une pénalité de points au championnat, j'ai plus le souvenir que ça arrive pour des écuries. À tout hasard, devinez quel pilote a été expulsé d'une saison. Nous sommes le 26 octobre 1997 à Jerez de la Frontera. Le titre se joue entre Schumacher et Jacques Villeneuve à l'avantage de l'Allemand pour 1 point. Les deux pilotes partent respectivement deuxième et premier. Mais dès le début, grâce à un bon départ, Schumacher prend l'avantage sur Jacques Villeneuve. Après ces 2 arrêts au stand, le Baron Rouge est encore devant Jacques Villeneuve pour 2 secondes et il semble s'envoler vers son 3e titre, privant le Canadien de son tout premier. Mais le titre se joue au 47e tour. Villeneuve, ayant des pneus plus frais, pousse pour revenir sur l'Allemand et au bout de la ligne droite, il se jette à l'intérieur à l'épingle. Schumacher, surpris, ferme violemment la porte en donnant un méchant coup de volant pour empêcher le Canadien de passer. Le contact est inévitable. Est-ce que c'est pas la machine? Voilà, c'est là où on peut doubler, c'est là où on peut doubler. Et il y va, Et il passe. et il Oh, se touche, quel et con. il s'accroche, et Oh, Villeneuve merde. tourne. Schumacher a-t-il cherché volontairement le crash entre les deux pilotes? On va dire que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à ma vidéo sur Häkkinen où je vous donne d'autres exemples du comportement parfois trop agressif de Schumacher. Sauf que cette fois, c'est la fois de trop. Et si Villeneuve parvient à terminer la course et à remporter le titre mondial, le Conseil mondial de la FIA
décide de disqualifier Michael Schumacher de la saison 1997 pour son comportement dangereux. Et on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu mérité. 5. Schumacher, c'était aussi du panache. Écoutez-moi bien, ce que je vais vous raconter dans cette 5e anecdote est l'une des choses qui m'a le plus impressionné. C'est l'une des courses que j'aurais pu choisir pour la plus grande course de champion de Schumacher, et d'ailleurs, on me l'avait cité en commentaire. Pour cette anecdote, nous voyageons en France, et plus particulièrement à Magny-Cours, en juillet 2004. En ce mois de juillet 2004, la Formule 1 arrive pour la 10e épreuve de la saison. Une saison outrageusement dominée par Ferrari, puisqu'avec Schumacher, ils ont remporté 8 courses en 9 épreuves. Seul le Grand Prix de Monaco leur a échappé. Il n'y a absolument rien à dire, aucune contestation possible. La Ferrari F2004 est injouable et Schumacher est au sommet de son art. Mais attention, la France est la terre d'une écurie. Here comes a new challenger. Et cette écurie, c'est Renault, qui veut absolument briller devant son public, le public français. Lors de la qualification, Alonso sort les muscles et s'empare de la pole position devant la Ferrari du number one. On sent que la domination de la Ferrari est mise à mal. La F2004 est moins à l'aise que sur les autres circuits. Mais alors, comment battre les Renault? Quel plan adopter pour remporter ce Grand Prix? En rentrant dans Alonso? Non, c'est encore un coup à être disqualifié. En crevant les pneus des Renault? Mauvaise idée. En cassant les avant-bras d'Alonso? Non. En s'arrêtant 4 fois au stand? Non, ça ne fonctionnerait jamais. Personne n'a gagné une course en s'arrêtant autant de fois. Eh ben, croyez-le ou non, mais c'est bien la stratégie qui émerge pendant le Grand Prix. Et elle est là, la marque de Schumacher. Cette capacité à effectuer des temps au tour canon, lui permettant de réaliser un arrêt de plus que ses adversaires et à aller gagner en fin de course. Il fait ce que personne avant lui n'avait fait et s'impose au Grand Prix de France 2004 à la suite de 4 arrêts. Juste stratosphérique. 6e et dernière grosse anecdote, Schumacher a roulé pour des écuries alors qu'il était sous contrat avec d'autres écuries. C'est pas très facile à comprendre dit comme ça, mais vous en faites pas, je vais vous expliquer. Notre histoire se passe en 94 lorsque Schumacher roule pour Benetton et il roula encore pour cette écurie en 95. Il vient d'être sacré champion, mais le motoriste de Benetton change. Il passe de Ford à Renault. Or, Schumacher ne connaît pas le moteur Renault, contrairement à l'écurie Ligier qui, elle, est motorisée par Renault. Ligier est une écurie qui appartient à Flavio Briatore, patron de Schumi chez Benetton. Ça va, je vous ai pas trop perdu? Non? On continue alors. Ligier, qui appartient donc à Briatore, accepte de prêter une voiture à Schumacher afin de lui faire tester le moteur Renault. Schumacher demande un temps de référence. L'écurie lui dit « Ok, on va envoyer un de nos pilotes, Olivier Panis, faire quelques tours et fixer un chrono de référence. » Olivier Panis connaît la voiture, il va faire quelques tours de piste, il donne le maximum et il fixe un très bon chrono pour une voiture de fond de grille. Puis vient au tour de Schumacher qui ne connaît absolument pas que ce soit la voiture ou le moteur. Il s'élance et bat le chrono d'Olivier Panis d'une seconde. Je vous précise, une seconde, c'est énorme en Formule 1. Hein. C'est vraiment que les deux pilotes jouent pas vraiment dans la même cour. Et le pire dans tout ça, c'est que Schumacher, en sortant de la voiture, dit « le moteur est fabuleux ». C'est-à-dire que le mec ne connaît pas la voiture, il pose ses fesses dans le baquet, il va rouler, il bat le pilote le plus rapide de l'écurie, et en plus, il est capable de ressentir tous les éléments de la voiture et d'avoir un avis objectif sur ces éléments-là. Et pour finir, je vais vous donner quelques anecdotes pêle-mêle que j'ai pu trouver. Soit ce sont des anecdotes courtes, histoire que la vidéo ne prenne pas 18 ans. Sa première pole position a eu lieu au Grand Prix de Monaco 1994. Ça veut dire qu'il n'a jamais réalisé de pole position lorsque Senna et Prost étaient contre lui sur la piste. Ça montre que l'exercice du chrono n'était vraiment pas sa spécialité, mais paradoxalement, il a remporté énormément de Grands Prix en réalisant des tours qualifs en course. Il a déjà gagné une course en passant par les stands. Alors c'est un peu long à expliquer, donc je vous mets en lien une vidéo de la chaîne Warm Up F1 TV, vous verrez les 2 derniers tours du Grand Prix de Silverstone 1998 et ça vous permettra de comprendre plus facilement ce que j'explique. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu une pénalité de 10 secondes en toute fin de Grand Prix. C'était trop tard pour effectuer cette pénalité, donc plutôt qu'elle soit rajoutée à son temps final, il a passé la ligne d'arrivée de l'autre côté du muret des stands et il a purgé sa pénalité après avoir passé la ligne. Info sûrement
inutile, mais Schumacher ne transpirait jamais lorsqu'il était dans sa Formule 1. Je ne sais pas quoi faire de cette information, j'ai trouvé ça drôle, donc je vous la donne aussi, vous pourrez le sortir en soirée quand vous parlerez de Formule 1 avec quelqu'un. Et dernier point que je voulais vous donner, son fils, Mick, roule aujourd'hui en Formule 1 dans l'écurie Haas sous la tutelle de Ferrari. C'est évidemment l'un de mes chouchous, et je lui souhaite une aussi belle carrière que son papa. Voilà donc pour la dernière anecdote sur le pilote qui est pour moi le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Merci infiniment d'être resté jusqu'ici. Je tenais à vous remercier pour cette année passée ensemble. J'ai l'impression que c'était hier que je commençais l'écriture de ma toute première vidéo. Un grand merci à tous ceux qui sont là depuis le début. C'est très touchant de se dire que vous êtes encore là à m'écouter parler du sport qui me passionne le plus. Pour ceux qui viennent d'arriver, eh bien prenez place, installez-vous confortablement, rentrez dans notre grand baquet de F1, vous en faites pas, il y a de la place pour tout le monde. Et du coup, nous voilà au défi. Au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes 31 abonnés sur la chaîne. Si cette vidéo fait 100 likes ou dépasse les 100 likes, je m'engage à faire une vidéo défendant le point de vue adverse sur Michael Schumacher. C'est-à-dire adopter le point de vue de quelqu'un qui déteste Michael Schumacher. Et je ferai vraiment comme si c'était le bon point de vue à devoir. Je ferai un truc clean, une écriture propre, mais je trouve ça intéressant aussi de défendre le point de vue adverse et pas que vous ayez seulement un seul avis. Donc, à vous de liker, à vous de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Bon courage à vous et bon courage à moi parce que je sais très bien que si ça fait 100 likes, ça va pas être simple à gérer. N'oubliez pas non plus de noter en commentaire les anecdotes que vous avez sur Michael Schumacher. Je les lirai, il y a peut-être des choses que je connais pas. À droite et à gauche, vous trouverez des vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.